Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier donc, des cours du soir. Et donc, je suis très heureux de vous accueillir. Nous allons continuer le module que vous avez choisi, l'analyse fondamentale ou comment investir comme Warren Buffett. Et aujourd'hui, nous allons attaquer le compte de résultats d'Apple. Donc, je suis très heureux de vous accueillir pour cette session. À la fin de celle-ci, donc vous saurez quels sont les ratios à regarder dans un compte de résultats et quel niveau regarder sur ces ratios pour juger s'ils sont bons et si l'entreprise est de bonne qualité. Donc, n'hésitez pas à dire bonjour sur le chat si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mon écran. Il y a un petit décalage d'une vingtaine de secondes, donc je vais voir vos réponses avec un petit décalage. En attendant, donc, je le rappelle, les cours du soir, c'est 30 minutes de cours gratuits pour apprendre à investir en bourse. Ils sont basés sur les modules de la formation de 300 pages que vous pouvez retrouver sur le site Coinvestir. Et celle-ci est aussi entièrement gratuite. Cette formation se base donc sur la certification la plus reconnue du monde financier, le CFA, et mon expérience de gérant de fonds d'investissement. Donc, rendez-vous tous les jeudis à 19 h pour les cours du soir. Alors, je vais voir si vous m'entendez bien. Bonjour Luc. N'hésitez pas à le dire dans le commentaire si vous voyez bien mon écran aussi. Donc, qu'avons-nous appris pour rappel lors du dernier atelier où nous avons pu voir deux choses. Premièrement, les états financiers. Donc, les trois principaux états financiers, le bilan, le compte de résultat et l'état des flux de trésorerie d'une entreprise. C'est la base pour faire une analyse fondamentale. Pour rappel, le bilan, c'est une photo à un point donné d'une entreprise, donc avec le patrimoine de l'entreprise, ce qu'elle possède et ce qu'elle doit. Le compte de résultat, c'est un film qui va expliquer, pour passer d'une photo à une autre, l'évolution de ce bilan. Et l'état des flux de trésorerie, qui est simplement un relevé de compte bancaire, on peut dire ça comme ça, de l'entreprise. Le deuxième point qu'on avait vu, c'est l'importance de l'audit. Donc l'audit, ce sont des cabinets spécialistes en comptabilité, qui vont permettre de valider les comptes de résultats et les états financiers des entreprises, parce que ce sont des éléments importants pour nous, pour permettre de lire vraiment une entreprise. C'est un petit peu la matière première pour comprendre la langue des entreprises, ces états financiers, pour comprendre ce qu'elles font exactement et pour les suivre au quotidien dès qu'elles publient. Alors, je vais voir si j'ai de nouveaux commentaires. Salut Samy. Parfait. Vous m'entendez bien et vous me voyez bien. Donc, pour commencer cette session, je vous propose donc de nous diriger sur le site Coinvestir, puisque nous allons attaquer le compte de résultats d'Apple. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions lors de l'atelier, pour pouvoir y répondre. Je regarderai de temps en temps le chat. Alors, normalement, vous devez voir mon écran avec le site Coinvestir et bien sûr la toolbox où donc vous aurez accès aux états financiers des entreprises. C'est vraiment la matière première sur laquelle est créée la toolbox et notamment le score qui va permettre de noter les entreprises de 0 à 10, donc des entreprises avec le plus faible potentiel autour de 0 et le potentiel le plus important autour de 10. Et donc, attaquons la bête avec les états financiers d'Apple. On les voit ici, le compte de résultat, le bilan et l'état des flux de trésorerie. Donc, les trois états dont j'ai parlé. Premier élément, déjà, il faut savoir que les entreprises publient ces états financiers de manière annuelle et aussi avec une fréquence au sein de l'année. Donc, ça dépend des entreprises, soit de manière trimestrielle, soit de manière semestrielle. Donc, 4 fois par an ou 2 fois par an. Je vous laisse me dire si vous voyez bien mon écran. Salut Gaston, salut Arnaud, salut Valentin. Donc, normalement, vous pouvez bien voir mon écran. Je vais continuer la présentation en attendant de voir vos réponses. Alors, le compte de résultat qu'on voit ici, qu'est-ce que c'est? C'est un état financier qui est assez simple à comprendre. C'est simplement
l'ensemble des ventes effectuées par l'entreprise auxquelles on soustrait l'ensemble des dépenses de l'entreprise. Et donc, c'est assez simple de comprendre que le chiffre d'affaires, justement, et ce sont les ventes dont je viens de parler. C'est simplement l'ensemble des produits et des services vendus par l'entreprise au sein d'une période, donc d'une année ici, multiplié par le prix de vente de ces biens et de services. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chiffre d'affaires. Et c'est une métrique donc, unique et très importante dans le compte de résultat, puisque c'est vraiment l'ensemble des ventes effectuées par l'entreprise au sein d'une année. Donc, comment analyser ce premier chiffre? C'est tout d'abord l'évolution. Et on peut voir ici l'évolution au cours des 5 dernières années du chiffre d'affaires d'Apple, donc qui est bien sûr ici sur une tendance positive. Savoir l'entreprise vendait pour 108 milliards de biens et services, de produits et services, contre 275 milliards en 2020, l'année dernière, à la fin de clôture, le 26 septembre 2020. Alors, parfait, je vois que vous voyez mon écran. Tant mieux, c'est parfait. Donc, le chiffre d'affaires, il y a 4 éléments pour le comprendre, comment il évolue d'une année sur l'autre. Premièrement, c'est assez simple, c'est le volume des biens et des services qui sont vendus. La deuxième chose, c'est le prix. Ça va être les 2 effets principaux qui vont être regardés et qui sont vraiment importants pour comprendre comment évolue le business. S'il y a un volume qui est plus important, c'est le prix qui drive la hausse du chiffre d'affaires. Ça, c'est des éléments qu'on va pouvoir retrouver dans la lecture des présentations d'entreprise où ils vont pouvoir donner plus de visibilité sur ces éléments là. Et c'est des choses qui sont importantes pour comprendre vraiment comment l'entreprise évolue au sein d'une année sur l'autre. Il y a 2 autres éléments aussi qui sont regardés et qui peuvent expliquer la hausse du chiffre d'affaires. Ça va être l'évolution du taux de change. Si une entreprise vend à l'étranger, par exemple Apple qui vend en Europe, la dévalorisation ou revalorisation du dollar par rapport aux monnaies étrangères va avoir un impact sur le chiffre d'affaires. C'est un impact qui n'est pas très important parce que ce n'est pas business, ce n'est pas orienté avec une cause économique, mais ça peut avoir un impact sur la hausse du chiffre d'affaires. Le dernier point, le 4e, c'est tout ce qui est acquisition. Donc, si une entreprise achète une autre entreprise, si Apple, par exemple, il y a des rumeurs que Apple aurait acheté Tesla, par exemple, il y aurait une hausse, le chiffre d'affaires de l'entreprise aurait été ajouté sur le chiffre d'affaires d'Apple, et donc il y aurait une hausse de ses ventes, enfin de ce chiffre d'affaires total, et donc ça aura pu brouiller la lecture du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. Et donc c'est pour ça que quand on regarde à nouveau la présentation des entreprises en détail, ils font souvent ce détail, cette lecture pour détacher la réalité économique de l'entreprise de ces éléments qui peuvent perturber cette lecture. Ça, c'est les 4 éléments qui peuvent expliquer la hausse du chiffre d'affaires et qui sont à avoir en tête pour l'expliquer justement. Ça, c'est le premier point. Et donc, le compte de résultat, il est assez simple à lire finalement. Pourquoi? Parce que les ventes sont en haut du compte de résultat, juste ici. Et finalement, tout ce qui est en dessous, ça va être des dépenses. Et donc, en fait, quand on lit le compte de résultat, c'est simplement ce qu'on appelle des ratios de profitabilité, où on va essayer de savoir combien l'entreprise gagne en fonction des dépenses qu'elle a dépensées à chacune des étapes. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Je vois qu'il n'y a pas que pour l'instant, je peux continuer, c'est clair. Alors, la première dépense, ça va être le coût des ventes qu'on retrouve ici. Donc, des ventes de 170 milliards, de coût des ventes de 170 milliards l'année dernière pour Apple. Ça va être l'ensemble des matières premières et des salaires des personnes qui ont directement contribué à la production des biens et services d'Apple. Et juste en dessous, donc, la marge brute, qui va être justement cette première marge, la première différence entre le chiffre d'affaires et le coût des ventes. Et comment on analyse le compte de résultat? Je disais, c'est tout le temps en termes de ratio. Et donc, ce qu'on va regarder, ça va être le ratio de marge brute. On va retrouver juste ici, dans la partie ratio. Et donc là, par exemple, au 26 septembre 2020, donc l'année dernière, le ratio de marge brute était de 38,2% pour Apple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 100 € de biens et services vendus par l'entreprise, il y avait donc 38,2 € de marge, le reliquat étant les dépenses effectuées pour la production de ces biens et services. Analyser des ratios, il faut toujours le faire sous 2 méthodes.
premièrement, une évolution dans le temps, et deuxièmement, une évolution par rapport aux concurrents. On voit par exemple dans le temps, si on compare par rapport à l'année précédente, on a augmenté 38,2%, mais sur un peu plus longue, on voit que l'entreprise, par exemple, ici en 2015, était à 40,1%. Donc ça veut dire que la marge brute a baissé ici 1,9% sur les 5 dernières années. Donc, que peut-on en conclure? Ça veut dire que l'entreprise soit coût de matières premières un peu plus élevés, prix qui ont un petit peu baissé, ou des nouveaux produits et services sont à un prix inférieur. C'est un changement dans le mix produit, on appelle ça. Passé avec Apple, qui a notamment sorti un iPhone qui est un petit peu moins cher, et cette marge brute qui est un petit peu les dernières années. Le deuxième élément, ça va être par rapport aux concurrents. Et donc là, dans la partie information, juste ici, concurrents, on peut voir des concurrents qui sont proposés dans la même sous-secteur, donc Consumer Electronics, donc de consommation électronique. Et donc Dell et HP, par exemple, sont proposés. Donc, en tapant ici directement Dell, juste ici, ça avait été déjà chargé. On va pouvoir voir ici le ratio de l'entreprise et le comparer. Donc là, par exemple, Dell a une marge brute de 31,2% et HP, que j'avais déjà chargé à 18,9%. Et on est sur une tendance 18-19%. Sur Dell, historiquement, on est à 31, 27, 26%. Et donc, que peut-on en conclure? C'est que Apple a un pricing power et ce qu'on appelle donc une capacité à mettre un prix plus élevé qui se traduit dans une marge brute supérieure à ses concurrents. Donc voilà pour ce premier élément, cette marge brute. Et finalement, c'est tout simplement la manière de regarder et d'analyser les ratios financiers, de regarder donc cet élément donc, de marge et les différentes marges qu'on va avoir, à la fois vis-à-vis du passé, mais aussi vis-à-vis des concurrents. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette première étape? Alors, je vois que Arnaud m'a dit, yep, nickel, tout va bien. Parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je les prendrai au fur et à mesure. Donc, je vais revenir sur Apple. On va continuer l'analyse de l'entreprise en descendant le compte de résultat. Donc, on a vu le coût des ventes, c'est les coûts qui sont liés directement au coût de production, matières premières et employés qui sont liés à la production. Après, les autres dépenses, c'est des dépenses opérationnelles. Donc, on a les frais commerciaux généraux et administratifs. Là, ça va être les dépenses de marketing ou les dépenses pour les salaires, par exemple, du management, qui ne sont pas liées directement à la production des biens ou services. Frais de R&D, donc c'est frais de recherche et développement pour développer et dans la recherche de nouveaux produits ou services. Et les autres charges d'exploitation qui sont liées là aussi à l'activité opérationnelle de l'entreprise. Et donc, quand on déduit de la marge brute ces éléments de dépenses, on arrive donc à l'EBITDA ici. Et l'EBITDA, c'est une notion qui peut paraître complexe, mais en fait qui est très simple à comprendre et qui va être une autre marge pour analyser l'entreprise. Alors, l'EBITDA, c'est un terme anglais, certains d'entre vous le connaissent, qui signifie Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Et c'est un mot qui paraît brut, comme ça, et pas facile, mais finalement, il est beaucoup plus facile à lire et à utiliser que la notion française. La notion française, c'est l'EBE, l'excédent brut d'exploitation. Pourquoi l'EBITDA est bien plus utile et facile à lire, et d'ailleurs, il est utilisé par toutes les entreprises françaises. Hein. C'est un terme qui a été francisé, on peut dire ça comme ça, qui est utilisé par toutes les entreprises aujourd'hui en France. Parce que finalement, on remonte le compte de résultat. Earnings before interest, taxes and depreciation. En français, ça veut dire earnings résultat net avant intérêts. Donc ici, les intérêts qu'on voit ici. Taxes, impôts.
et amortization, donc amortissement et dépréciation. Donc en fait, l'EBITDA, on remonte du bas vers le haut du compte de résultat. Et c'est une lecture qui est facilement utile, et on voit justement que la marge qui est après, ça va être l'EBIT, et ça va être exactement la même logique. Résultat net avant intérêt, avant impôt. Earnings before interest and taxes. Et donc, qu'est-ce que signifie l'EBITDA? Ça va être aussi un premier ratio opérationnel, mais on va plutôt se concentrer sur l'EBIT, parce que celui-ci est amortissement et dépréciation. Alors, les amortissements et dépréciations, là aussi, c'est un terme qui peut paraître complexe, mais finalement, c'est très simple. Surtout les personnes qui ont déjà investi dans l'immobilier vont savoir ce sont les amortissements et dépréciations, parce que c'est utilisé dans votre comptabilité, notamment en LMNP. Alors, pourquoi on parle d'amortissement et de dépréciation? Parce que la comptabilité a été créée pour représenter la réalité économique de l'entreprise. C'est-à-dire que sur le chiffre d'affaires, parce que sur le compte de résultat, l'entreprise doit représenter l'ensemble des produits et services qu'elle a vendus et les dépenses utilisées pour les vendre. Et donc, on a bien sûr, on l'a vu, les matières premières, on a les frais de marketing, de R&D, mais on a aussi les usines et les machines qui ont permis de créer ces produits et services. Et donc, comment ajouter ces éléments dans un compte de résultat? Eh bien, c'est avec l'utilisation des amortissements et dépréciations. Concrètement, Apple, par exemple, achète ou construit une usine pour 100 millions. Eh bien, la logique derrière, on va dire que, par exemple, cette usine va être utilisée pendant 10 ans. C'est un exemple. Eh bien, on va faire 100 millions divisé par 10 ans d'usage. C'est-à-dire que tous les ans, l'entreprise va placer 10 millions d'amortissements et dépréciations sur le compte de résultat pour indiquer que ces éléments représentent la dépense liée à l'usine et aux machines nécessaires à la coût de production de ces produits et services. Pour faire le lien sur l'immobilier, j'en parlais, c'est pareil quand on achète donc, un bien de l'immobilier avec du LMNP, donc l'immobilier non professionnel. Le comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre votre bien, si vous l'achetez pour 100 000 euros, il va peut-être à ce moment-là l'amortir sur 30 ans, et donc diviser par 30, et amortir du coup 100 000 euros divisé par 30, 3 300 euros à peu près par an de vos loyers. Ben, c'est exactement la même logique qui est appliquée ici. Sur les bits, donc c'est après ces éléments d'amortissement et de dépréciation, et les bits c'est un élément qui est très important parce que c'est la marge opérationnelle. On va la retrouver ici, dans la partie ratio de profitabilité, et c'est un ratio qui est très regardé parce que justement, ça représente la marge opérationnelle de l'entreprise. Donc 25,2% qu'on voit ici, ça va être donc pour 100 euros de biens et services vendus cette année-là par Apple, près de 75 euros va être utilisé pour les biens, pour les matières premières, pour les salaires des personnes, ou aussi pour amortir donc les usines qui ont permis de créer ces biens et services. Donc c'est vraiment la marge économique qui est vraiment liée à l'activité de l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle de marge opérationnelle, et c'est une marge que je vous invite à fortement regarder parce qu'elle indique de nombreux éléments sur la qualité de l'entreprise. Là, par exemple, une marge donc, de 24% l'année dernière, 25% sur les derniers mois. Alors, là, encore une fois, on peut la regarder avec deux éléments, dans le temps et par rapport aux concurrents. Donc, dans le temps, on voit que cette marge a là aussi baissé. Donc, on était de 30,5% en 2015 à 24% en 2020. Donc, le premier effet, on l'a vu, il est lié à la brute, qui est passé de 40,1% à 38,2%. Il y a à peu près 2% 9% qui sont liés à l'effet de l'effet prix ou de l'effet de matière première. Mais il reste 3% qui est lié donc à un autre effet. Donc là, qu'on peut déduire de cette marge opérationnelle, ça veut dire que l'entreprise a peut-être payé plus en marketing pour garder ses parts de marché, pouvoir vendre plus. Et donc, ça explique une marge opérationnelle plus chère. Et a aussi investi plus en usine, en machines, etc., pour pouvoir produire. Et ce qui explique donc une marge opérationnelle un peu plus faible. Donc là, c'est un point d'alerte. Ça veut dire que l'entreprise a moins de profitabilité liée à son activité opérationnelle sur les dernières années. Toutefois, deuxième élément,
vous le savez, par rapport aux concurrents, on reste sur des niveaux de marge qui sont bien meilleurs. Donc là, par exemple, sur Dell, donc 5,5 ou 2,8% sur les dernières années, HP, qui sont sur un niveau beaucoup plus faible. Bon, après, il y a un niveau de mix produit qui est différent parce que aussi Apple a une exposition sur tout ce qui est service, notamment iTunes, où la marge est un peu plus élevée. Mais il en est quand même que la marge opérationnelle est plus importante que les concurrents. Voilà pour cet élément. Est-ce que, je regarde si vous avez des questions. Non, ben je continue. Parfait. En ce qui concerne les éléments suivants, ben ça va être plus rapide parce qu'on a vu l'activité opérationnelle. Donc, pour les éléments suivants, ça va être des activités soit financières. Donc, on va retrouver ici les frais d'intérêt, juste en dessous de l'EBIT. Ça va être l'ensemble des intérêts touchés ou payés par l'entreprise. Donc là, on voit par exemple que l'entreprise en 2019 a touché, c'est vert, c'est positif, 3,6 milliards d'intérêts sur la trésorerie qu'elle avait. Pourquoi? Parce que l'entreprise, on va le voir dans le bilan, a l'année dernière 90 milliards de dollars sur son bilan, donc sur son compte bancaire, donc de trésorerie. Et c'est en 2019 100 milliards, et c'était supérieur à la dette de l'entreprise, la dette financière de long terme, comme vous le voyez, qui est à 91 milliards. Donc l'entreprise ayant plus de cash que de dette, les intérêts qu'elle va toucher sur son cash va être supérieur ici, dans ce cas, à la dette, de la dette qu'elle détient. Et donc, elle va avoir des frais d'intérêt positifs. C'est extrêmement rare. C'est plutôt l'inverse, normalement. Mais c'est quelque chose de positif parce que l'entreprise, du coup, a beaucoup de cash et ne paye pas d'intérêt. Elle a un frais d'intérêt positif. Les autres éléments, au-delà du financier, ça va être des résultats opérationnels qu'on voit ici. Donc là, de 800 millions, par exemple, l'année dernière, qui vont être liés à, par exemple, des ventes exceptionnelles de l'entreprise, si elle vend une division, etc. Ce gain va se retrouver dans la partie exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce que il ne faut pas le penser quelque chose de récurrent. Et donc, c'est en anglais, on peut parler de one-off, quelque chose d'exceptionnel qui ne va pas se répercuter d'une année sur l'autre. Donc, on voit qu'il y a quand même une variabilité sur les différentes années, une variation importante de cet élément. L'élément suivant, ça va être les impôts et donc la taxe sur les bénéfices de l'entreprise qui va se retrouver entre le résultat courant avant impôt et le résultat net. Et on arrive donc au résultat net d'Apple de 57 milliards l'année dernière. Et donc, c'est la ligne à regarder en tant qu'actionnaire. S'il y avait un seul ratio dont il faut regarder sur le compte de résultat, c'est celui-ci. Et on va le retrouver dans la marge nette ici, de 21,7% sur les 12 derniers mois et 20,9% donc l'année dernière. Et donc, pourquoi c'est le ratio à regarder? Parce que finalement, c'est ce que nous, on gagne en tant qu'actionnaire et en tant que propriétaire de l'entreprise. Vous l'avez compris, il y a le chiffre d'affaires, donc les ventes qui sont tout en haut du compte de résultat, et on enlève donc tout d'abord les matières premières qui ont produit ces biens et services, les salaires des personnes qui ont produit ces biens et services, les frais de marketing, les frais de R&D, ici, dotations aux amortissements. On enlève après tout ce qui est frais d'intérêt et on enlève tout ce qui doit être payé à l'État. Et donc, ce qui est resté, c'est ce qui nous reste à nous en tant qu'actionnaire, en tant que propriétaire de l'entreprise, le résultat net. Donc, c'est pour ça que c'est le ratio à regarder. S'il y en a un sur le compte de résultat, c'est le résultat net et donc la marge nette. Donc, sur le nom du module, comme je l'ai écrit, c'est donc investir avec l'analyse fondamentale ou comme le fait Warren Buffett. Donc, lui, quand il regarde le ratio de marge nette, il regarde donc un ratio minimum qu'il aime bien avoir, c'est un ratio de 20%. Pourquoi? Parce que si une entreprise a une marge nette supérieure à 20%, ça veut dire qu'elle a un avantage sur d'autres entreprises qui lui permet de mettre un prix plus élevé et donc elle est moins exposée à la concurrence et elle a donc un niveau de profitabilité qui est plus intéressant pour nous en tant qu'actionnaires. Et ce n'est pas pour rien que Warren Buffett est l'un des principaux, ou si n'est le principal actionnaire de Apple.
et que c'est la principale position de son fonds d'investissement de Berkshire Hathaway. Alors, comment analyser au-delà de ce chiffre absolu de 20% ? Là encore une fois, dans le temps et par rapport aux concurrents. Donc, quand on regarde dans le temps, on voit finalement, par rapport à 2015 par exemple, qui était à 22,8%, ce ratio de marge nette. Ici, on est à 21,6%. Ça veut dire qu'on est sur une évolution plutôt flat, on peut dire ça en anglais, donc sans forte baisse. Et c'est quelque chose d'étrange parce qu'on l'a vu, la marge opérationnelle a fortement baissé. Donc, pourquoi la marge nette est restée à peu baissé comparativement à la marge opérationnelle ? On peut l'analyser avec justement les éléments qui viennent après. Et donc, en l'occurrence, quand on regarde les états financiers, on voit en fait que notamment l'entreprise a eu des résultats exceptionnels négatifs il y a quelques années qui sont transformés en résultats positifs. Donc ça a aidé à avoir une marge nette plus élevée. Et surtout, l'autre élément, ça va être les impôts. Quand on va regarder les ratios, notamment avec l'analyse de Dupont, on peut voir ici que le poids des impôts a baissé. Ça veut dire que là, avec 75%, ça veut dire que le taux d'imposition était de 35% en 2017 et l'année dernière, il était de 85%, enfin, il était de 25% en 85%. Donc, ça veut dire que l'entreprise avait un taux d'imposition qui est plus faible. Et ça, c'est bien sûr la réglementation mise en place par l'ancien président Donald Trump et qui a permis de booster la marge nette, en tout cas qu'elle ne baisse pas comparativement à la marge opérationnelle. Donc voilà pour cette analyse du compte de résultat. Est-ce que vous aurez des questions sur le compte de résultat d'Apple ? On a fait de manière concise les différents les éléments du compte de résultat. Donc pour résumer, qu'avons-nous appris avec l'analyse du compte de résultat et que faut-il chercher dans un compte de résultat ? Premièrement, celui-ci représente toutes les ventes et charges d'une entreprise sur un temps donné avec 4 éléments principaux. Donc, tout ce qui est charges et résultats liés à l'exploitation, à l'activité opérationnelle, les charges liées à l'activité financière avec les frais d'intérêt, les charges liées à l'activité opérationnelle, quelque chose de non récurrent, et enfin, les charges liées à l'activité donc fiscale de l'entreprise. Et le reliquat est donc la marge nette, et c'est le ratio à regarder, s'il y en a un, car c'est celui qui représente ce qui nous revient, les bénéfices, en tant qu'actionnaire. L'autre élément qu'on a appris, donc, c'est comment l'analyser, soit en absolu, avec notamment avoir en tête ce 20% que peut regarder des investisseurs, que peuvent regarder des investisseurs fondamentaux, et notamment Warren Buffett, soit en relatif, quand on va aller plus en détail, et donc regarder les niveaux de marge et surtout la marge nette, avec une évolution dans le temps et comparativement aux concurrents. Si une entreprise a une évolution positive de cette marge dans le temps et à un niveau de marge qui est supérieur aux concurrents, c'est vraiment positif. Et on est sur une entreprise avec une belle tendance et une entreprise meilleure que ses concurrents. C'est ce qu'on pourra en déduire de l'analyse du compte de résultat. Alors, je vais voir s'il y a quelques questions. Arnaud, qu'est-ce qui peut expliquer un résultat exceptionnel négatif dans ce cas, s'il te plaît ? Ça peut être des pertes sur une vente d'une entreprise. Si par exemple l'entreprise vend une division en dessous de sa valeur comptable, ça peut être aussi des pertes financières. Si par exemple l'entreprise paye une amende qui est trop élevée, enfin pas trop élevée, mais une amende tout court qui est élevée en l'occurrence, on parlait d'1 milliard par exemple. Donc ça peut être des frais aussi non récurrents, comme des frais d'acquisition quand on achète notre entreprise. On a des frais légaux et des frais administratifs en plus. Ça va être comptabilisé dans cette partie-là. Donc, c'est vraiment tout ce qui est non récurrent et des frais de la typologie dont je viens de parler. Samy, tu ne regardes pas le résultat net par action. Si, le résultat net par action est important et on va venir justement dans la partie valorisation parce qu'on va prendre en compte justement, on va parler ça avec le PER pour parler du résultat net.
Mais du coup, je garde ça pour un prochain cours du soir. Cristobal, vaut-il mieux regarder alors Arnaud, tu m'as dit, cela peut-il être une acquisition par exemple? Ouais, enfin une acquisition, des frais liés à une acquisition et des frais qui vont être administratifs ou légaux, par exemple. Cristobal, vaut-il mieux regarder l'analyse fondamentale ou technique? Alors, c'est une bonne question. Il faut savoir que l'analyse technique, c'est un élément parmi les facteurs prédictifs de la performance d'une entreprise. Et finalement, il y a ce débat, l'analyse fondamentale vs l'analyse technique. C'est plutôt un faux débat parce qu'en fait, les deux analyses se complètent pour choisir une action sur long terme. Quand on regarde les facteurs prédictifs de la performance en bourse sur le long terme, et bien finalement, il y a à la fois des éléments fondamentaux, donc des entreprises, le niveau de croissance des entreprises, le niveau de profitabilité des entreprises, mais aussi donc notamment le momentum ou la tendance boursière d'une entreprise. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est seulement utiliser l'analyse technique. Pourquoi? Parce que si on utilise seulement l'analyse technique, c'est des chiffres qui te parlent, notamment l'étude une étude qui a été faite sur plus de 20 000 investisseurs particuliers il y a quelques années, qui montre que les investisseurs particuliers qui utilisaient uniquement l'analyse technique sous-performaient les investisseurs qui utilisent l'analyse technique et fondamentale ou uniquement l'analyse fondamentale de 8% par an. Et donc, c'est un chiffre à avoir en tête. Et c'est assez logique parce que finalement, l'analyse technique, on est beaucoup plus exposé aux biais comportementaux à savoir quand acheter, quand vendre, on a des signaux d'achat, des signaux de vente, alors que l'analyse fondamentale, on investir sur le long terme, donc on est moins exposé à ces biais comportementaux qui sont très durs à gérer et encore plus pour les investisseurs particuliers. Est-ce que vous avez d'autres questions? De rien, top Arnaud. Merci Samy. On peut avoir le détail du résultat exceptionnel dans le doc de référence de l'entreprise si on a besoin d'approfondir. Ouais, merci Samy. Je sais qu'avec ton expérience, tu sais où chercher cette information. Vivement une analyse fondamentale de la valeur d'Apple. Arnaud, bah, du coup, ça enchaîne sur ce que j'allais dire. Le contenu de la semaine prochaine, on va continuer l'analyse d'Apple avec le bilan, donc le deuxième état financier. Que peut-on déduire du bilan d'Apple? Et donc là aussi, ce sera très intéressant de savoir quel ratio regarder et l'évolution de ces ratios dans le temps, et notamment par rapport aux concurrents. Avant de finir, je vous propose un exercice pour appliquer ce qu'on vient de voir. C'est tout simplement de prendre le nom de la principale entreprise que vous possédez actuellement ou de celle que vous voulez acheter et d'aller sur le site de Coinvestir et de taper le nom de cette entreprise et justement de regarder les ratios, de faire cette petite analyse à la fois dans le temps et comparativement aux concurrents. Et voilà, de savoir qu'est-ce que vous pouvez en déduire et d'appliquer tout cela sur une entreprise que vous possédez ou que vous souhaitez acheter. C'est tout du coup pour ce cours du soir. On a atteint les 30 minutes, c'est parfait. Salut Nicolas, salut Alex. Merci pour la piqûre de rappel, avec plaisir. Top, merci Cristobal, avec plaisir. Et Arnaud, au top, merci. C'est un plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous. Donc à la semaine prochaine pour le prochain cours du soir. Et je publierai donc l'atelier optimisation de portefeuille que nous avons eu hier, qui était très intéressant, que je vous invite à regarder parce qu'on a parlé d'une approche corps satellite avec le portefeuille de Nazim, qui était très bien construit. Et donc, je publierai la vidéo demain sur le groupe. Et je vous dis sinon à mercredi prochain pour l'atelier optimisation de portefeuille et jeudi prochain pour le cours du soir. Merci à tous. Bonne soirée Hugo, bonne soirée Luc et bonne fin de journée.
Bonjour à tous et bienvenue sur cet atelier des cours du soir. Si l'entreprise est de bonne qualité. Donc, n'hésitez pas à dire bonjour sur le chat, si vous m'entendez bien et si vous voyez bien l'écran. Il y a un petit décalage de 21 secondes, donc je vais voir une réponse négative par un petit décalage. En attendant, on va voir le cours du soir, c'est une surprise de cours gratuit pour apprendre sur qui sont basés sur la formation de 300 bases. Donc, on peut faire sur le site celle-ci est aussi gratuite. Sur ce base, sur la certification en ça, aussi à faire. Et expérience. Les